Tendance première. Et on vous parle aujourd'hui d'un spectacle qu'on vous invite à aller découvrir au Théâtre des Martyrs jusqu'au 21 janvier. Ce spectacle s'appelle C'est Fila et il est en plein dans l'actualité. Vous n'êtes pas sans savoir et avoir certainement entendu ces dernières semaines ces plateformes que l'on découvre qui exercent une forme de violence mais aussi de sextorsion. Et puis pas plus tard que ce matin, on apprenait qu'une plateforme vient d'être condamnée, qu'un procès est en cours pour une plateforme qui incitait des jeunes qui s'inscrivaient pour un jeu en ligne dans toute innocence à devoir, en échange de points gagnés, réaliser des petites performances. Alors ça commence par simplement lever le doigt, faire un clin d'œil devant la caméra, et puis ça se termine par se déshabiller, voire aller même au-delà d'un déshabillement. Et puis évidemment sextorsion qui s'ensuit avec demande de rançon pour éviter que les photos de la personne nue ne soient publiées. Cela concerne en général énormément de mineurs, d'ailleurs, des jeunes qui vont à l'école. Et c'est le point de départ aussi de cette pièce Ces filles-là. Ce sont des filles qui sont à l'école Sainte-Hélène, elles ont grandi ensemble, elles se connaissent depuis la maternelle, elles se sont jurées l'amitié éternelle jusqu'au bout, elles seront ensemble. Et puis un jour, au cours d'histoire, toute la classe reçoit le même poste, c'est une photo de Scarlett toute nue, et c'est le début du harcèlement, d'un match impitoyable et d'une infernale curée, toutes contre une seule. Et c'est le groupe qui condamne ou qui acquitte, qui rejette ou qui accepte. Pour Scarlett, c'est une véritable descente aux enfers qui va commencer. Et c'est tout l'objet de cette pièce qu'on vous invite à aller voir, Ces filles-là, qui est mise en scène chez nous par France Bastoun. Bonjour France. Bonjour. On écoute un extrait. D'un coup, une fille rigole. Son ventre fait trembler les cheveux mouillés d'une autre fille. Alors elle se met à rire aussi. Et elle aussi. Et elle aussi. Et bientôt, il y a 20 ventres qui gondolent et les têtes qui rebondissent, mais on n'ouvre pas encore les yeux. On est des sirènes. On est indestructibles. Alors, ces filles-là, c'est l'histoire de Scarlett et de ses amies. Elles sont dans une classe depuis l'enfance. Un snap, un reel, Un poste. une photo de Scarlett. Toute nue. Le harcèlement va se mettre en route, on va la stigmatiser, alors qu'elle s'était jurée amitié pour la vie. Oh my god. Quelle grosse pétasse! C'est une bande de filles qui circulent sur un gradin métallisé qui peut évoquer la tribune. Elles vont se trouver à un endroit où elles vont devoir se justifier de ce qui s'est passé, essayer de se défendre, s'il y a vraiment moyen de se défendre par rapport à ça. Pourquoi on arrive à harceler? Pourquoi un groupe peut devenir un monstre? Émilie Eckhouse, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des comédiennes de cette pièce Ces filles-là. Également autour de la table, Sophie Thomé, psychologue à Infort Jeune, bonjour. Bonjour. Et puis Bruno Humbeek, psychopédagogue à l'université de Mons. Et c'est France, cette pièce, j'imagine que quand vous l'avez imaginée et mise en scène, vous vous êtes pas forcément dit que dans les semaines où on allait la jouer, l'actualité allait être aussi importante autour de ces questions-là en particulier. Et pas uniquement de l'amitié, parce que le fond, c'est l'amitié, hein. C'est aussi cet effet de groupe, etc. Mais sur ce point de départ de la pièce... Mais moi, je pense que la question du harcèlement, malheureusement, elle est là depuis des générations, depuis toujours. Il se fait qu'aujourd'hui, le cyberharcèlement démultiplie la problématique, la rend encore plus incontrôlable. Mais je pense que dans le public, toutes les générations peuvent... malheureusement s'y retrouver. Alors la question du groupe, comme je pouvais le dire, c'est bien sûr un monstre, mais c'est aussi quelque chose de magnifique. Et je dirais que nous n'aurions pas pu faire ce spectacle sur la dénonciation des dérives du groupe si nous n'avions pas créé énormément de care et de bienveillance au sein de toute l'équipe, que ce soit les actrices ou les créatrices. Ouais. Donc voilà, il y a de l'espoir. Cédric est allé voir la pièce d'ailleurs. Oui, moi, il y a plein de choses qui m'ont marqué évidemment dans ce spectacle. Un, c'est la présence évidemment de nombreux adolescents et adolescentes, on va y revenir, qui n'ont pas moufté pendant 1h40. C'était le silence absolu, et par contre, dès que les lumières se sont allumées, ils ont causé, comme s'il y avait ce besoin. Parce que, Sophie Thomé, ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est que quand on discute avec les jeunes, ils disent « Arrêtez de nous bassiner avec le harcèlement, on sait
toute une série de choses. On nous en parle tout le temps à l'école, nos parents nous en parlent, donc on sait. Est-ce que ce sont les réactions qui ressortent? Parce que moi qui assiste souvent à des dossiers, à des discussions autour du harcèlement, ce qui m'a marqué, c'est que là, on en parle pendant 1h30 et on va suivre la vie de cette Scarlett et la vie du groupe pendant 1h30. Donc on est plongé profondément dans la vie de cette Scarlett et du groupe. Alors oui, en effet, les jeunes, souvent, ils sont souvent très sensibilisés à la question du harcèlement. Parfois, ils connaissent même le sujet encore mieux que nous. Mais en fait, ce dont ils ont besoin, c'est des outils, en fait. Ok, en fait, ce qui est intéressant, justement, j'ai participé à un bord de scène après cette pièce de théâtre, et tous les jeunes étaient d'accord pour dire, on a conscience que c'est pas un jeune qui harcèle et qui a cette intention de nuire ou qui agit par méchanceté, mais c'est plutôt une intention de vouloir trouver sa place dans le groupe. On a conscience que la victime n'est pas un jeune qui est faible ou qui est moins doué socialement, et on a surtout conscience en fait qu'on a peur. En fait, on a peur de réagir, on a peur on ne sait pas comment aider en fait la victime. Oui, parce qu'à de nombreuses reprises, l'une ou l'autre dans le groupe se dit j'ai failli dire ça, j'ai failli intervenir à ce moment-là. Et puis, le groupe, Bruno Impeck, c'est ça qui est terrible dans ce phénomène, c'est de se dire, on peut être marqué. Il y en a un d'ailleurs qui à un moment prend du recul, ne veut pas voir cette photo, etc. Et malgré tout, il va retomber dans le groupe. Le groupe, c'est un monstre, hein, ça a été signalé comme ça, mais qui gagne à être apprivoisé. Alors l'avantage effectivement d'une pièce de théâtre, c'est l'effet cathartique. On n'est pas en train de leur parler de harcèlement, parce que c'est vrai qu'on a tendance à les bassiner avec le harcèlement. On leur montre, et on montre quelque chose qui évoque des éléments de leur vie, parce qu'ils font tous partie ou pas d'un groupe. Hein. Certains sont à distance des groupes, et ils vivent tous les effets négatifs d'un groupe lorsqu'il est soumis à un régime qu'on appelle la démocratie. C'est la démocratie qui crée le harcèlement. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut lutter contre la démocratie, au contraire, mais lutter contre ces maladies. C'est-à-dire qu'il y a des jeux de pouvoir. Même un groupe d'amis, il y a des jeux de pouvoir, il y a des alliances, il y a à un moment donné quelqu'un qui se sent rejeté. Il y a des faiblesses qui sont exploitées par le groupe pour resserrer ses liens. Un nude qui circule, c'est une faiblesse. Et les autres, alors c'est aléatoire, il n'y a pas une victime désignée qui est préparée à l'être et qui aurait un ensemble de caractéristiques. C'est ça qui est très bien fait dans une pièce comme celle-là. On n'a pas la personne qui est stigmatisée à la base. Et j'ai assisté à une autre pièce dans laquelle on avait affaire à une jeune fille qui semblait manifester tous les signes qu'elle allait être harcelée parce qu'elle était en surpoids, parce qu'elle avait des lunettes, des boutons. Et pendant le film, on se rend compte que celle qui va être harcelée, c'est la super jolie fille qui avait absolument tout pour elle. Et c'est effectivement ce qu'on trouve très souvent dans un groupe. Quand un dominant manifeste des faiblesses, il est alors agressé sans limite par le reste du groupe, et c'est ce qu'on voit très très bien dans la pièce. Émilie Eckhout, vous êtes une des comédiennes. Ce qu'il y a de très marquant aussi, c'est qu'on se rend compte que, comme on suit l'histoire de ce groupe, l'histoire de ses copines, de ses amis, on se rend compte que pendant des années, il y a une notion un peu aussi au sein du groupe d'amour-haine. Avec par exemple des scènes dans les vestiaires, quand on est en début d'adolescence, on se regarde un petit peu, on déteste celle qui a peut-être des plus gros seins, ou celle qui a des plus petits seins, celle qui commence à avoir des poils, pas de poils, etc. Il y a ce côté aussi au sein du groupe où à la fois on s'adore comme amis et on se déteste à d'autres moments. Je pense que c'est rassurant d'appartenir à un groupe, et donc s'adorer, c'est aussi quelque part se légitimer dans un groupe. Par contre, en fait, qui est en haut, qui est en bas, qui est au milieu? Comment est-ce qu'on va faire pour ne pas se retrouver à la place de Scarlett? Comment est-ce qu'on va faire pour toujours avoir la bonne petite blague, pour être toujours à la mode, avoir les bons accessoires au bon moment, avoir les bonnes répliques, avoir la bonne répartie, etc. Et je pense que c'est aussi le passage de l'enfance à l'adolescence qui est particulier. Cette enfance où on a cette insouciance de plonger dans le jeu, de rigoler, de pas forcément tout analyser. Et puis, dès qu'on passe à l'adolescence, il y a quand même, et on passe pas tous au même moment à l'adolescence. Et donc, quand on est encore en train de courir dans la cour de récré, alors que il y en a qui font le tour en marchant et qui critiquent celles qui sont encore en train de jouer, rien que ça, c'est aussi un phénomène où on grandit pas tous à la même vitesse, et je pense que du coup il y en a qui se forcent à grandir plus vite pour rester attachés au groupe, et je pense qu'il y a de ça dans ces scènes de la piscine. Il y a un regard que vous portez sur la pièce France, et qui est dans la mise en scène, qui est à la fois non complaisant mais bienveillant sur ces phénomènes, et sur le phénomène du groupe, et sur l'adolescence, et sur ce qu'on peut ressentir, cette espèce de sentiment de culpabilité, j'y vais pas, non je vais pas y aller, et puis d'autres qui osent plus de choses. Il y a ce regard quand même
non jugeant, interpellant mais non jugeant. Mais ce que j'ai voulu faire, je crois avant tout, c'est créer l'espace de la question et pas de la réponse. Et donc, en choisissant de faire évoluer mes actrices sur une structure métallique qui peut évoquer plein de choses, le collège anglo-saxon comme le grenier ou la piscine, le vestiaire de la piscine, mais surtout la tribune qui est carrément en miroir avec les gradins du public. On a un espace qui se crée vraiment entre le spectateur, la spectatrice et les actrices de questionnement partagé. Et je voulais vraiment que ce soit cet endroit de réelle pensée en construction grâce à cette prise de parole. Et donc, on est à la fois tous interpellés au niveau de la victime que l'on peut être, mais aussi du harceleur ou de la harceleuse. Et je crois que les responsabilités circulent beaucoup. Et je pense que c'est en ça, je crois que ce n'est pas blanc ou noir. Ouais. Et c'est vrai que cette notion et cette question du pourquoi, on la retrouve régulièrement dans le fil de cette pièce, et on la retrouve régulièrement aussi au sein du public. C'est vrai qu'on se pose énormément de questions. Si vous voulez vous réagir et nous poser des questions, vous formez le 0471 200 500, 0471 200 500. Tendance première. 10h, 11h30. On parle de cette pièce qu'il faut absolument que vous alliez voir au Théâtre des Martyrs jusqu'au 21 janvier. C'est Fila. 25 janvier. Qu'est-ce que j'ai dit? 21. 21, bien sûr. Et il sera en tournée, ce spectacle, on y reviendra vite. Oui, il ira aux poches aussi en avril. Jetons un voile pudique sur ma bêtise. 25 janvier, donc, au Théâtre des Martyrs, c'est Fila. Bruno Hembeck, on a beau dire, ils savent, et ça les énerve quand on leur en parle encore aujourd'hui. Pour autant, quand on regarde le nombre de dossiers ouverts chez Child Focus, notamment en matière d'extorsion grâce à des photos de nus qui circulent, ou bien de harcèlement ou ces choses-là, on voit quand même qu'il y a encore énormément de travail, parce que ces chiffres, certes, n'augmentent plus vraiment, mais ne baissent toujours pas, et c'est ça qui est interpellant. Alors, je pense qu'ils ne baisseront jamais, malheureusement. Le harcèlement, c'est un phénomène naturel à l'intérieur des groupes. Ce qu'on doit se donner les moyens de faire, c'est faire sortir les familles, les jeunes, de la désespérance, c'est-à-dire de l'idée que si je suis confronté à ce phénomène, il n'y aura pas de solution. C'est pour ça que c'est important des pièces de théâtre, c'est encore plus important des bords de scène. C'est-à-dire rendre sensible, et puis derrière dire attention, il y a des solutions autres que le suicide. Parce qu'on a vu l'effet délétère, par exemple, de films qui montrent qu'il n'y a que le suicide qui fait bouger les choses. Et donc, le jeune qui tombe sur ce type de film se dit, voilà, moi, pour faire bouger les choses, j'ai pas le choix. Non, il faut toujours répéter et répéter sans cesse que les outils existent, que les écoles qui disent que les outils n'existent pas, celles qui ont tendance à minimiser, sont généralement celles qui n'ont pas fait l'effort d'aller chercher ces outils. Mais les outils, ils existent. Oui, mais Bruno, j'entends ça, et on va revenir sur des cas qui nous arrivent, de jeunes filles, en effet, dont la photo nue a été partagée à l'école. Les parents vont voir l'institution très réputée, et on dit oui, on va gérer ça, on va convoquer celui qui a diffusé cela, et ça va se régler. Et en fait, la fille qui voit sa photo partagée n'a pas de retour, ne se sent pas entendue ou écoutée. 2, les parents se disent on va les porter plainte. Nous, donc, puisque l'école ne réagit pas, on va les porter plainte. Et 3, est-ce que celui qui a diffusé les photos est sensibilisé à ce qu'il vient de faire? C'est ça la grande question. C'est d'autant plus important qu'on sait qu'on va avoir affaire à une explosion liée au fait que maintenant, même la prudence numérique, ça ne dépend plus des images que vous diffusez vous-même sur les réseaux sociaux, mais avec l'intelligence artificielle, je peux produire l'image de n'importe qui ici autour de cette table sans vêtements. Et donc, on peut nuire très facilement. Et donc, il est important qu'il y ait des procédures, que les familles soient au courant de ces procédures. Par exemple, faire des copies d'écran systématiquement, ne pas laisser dire je suis cyberharcelé, à la fois sur le plan juridique et sur le plan même pédagogique, on ne sait rien faire avec uniquement quelque chose qui est de l'ordre du volatile. Non, voilà les images qui circulent. Et donc là, on peut commencer à sanctionner, au sens plein du terme, à la fois sur un plan pédagogique dans les écoles, qui doivent sanctionner, dire tout usage asocial des réseaux sociaux est interdit,
et nous avons des sanctions qui sont prévues dans ce cas-là. Et sur le plan juridique, et le système juridique fonctionne tout comme le système pédagogique sur des traces. Et donc il faut vraiment que les parents qui nous entendent fassent des copies d'écran, fassent faire des copies d'écran en ayant cette prudence élémentaire de parents qui est de dire tu fais des copies d'écran, je vais pas demander à voir ces images-là parce que je sais que ce serait douloureux pour toi que j'en prenne connaissance, mais on va le transmettre là où ça va être géré, c'est-à-dire dans les écoles ou dans les services juridiques et judiciaires. Ne pas opposer l'un à l'autre. C'est pas l'école ou la justice, c'est l'école et la justice. Et généralement, d'ailleurs, la réponse cumulée est celle qui est la plus efficace. Mais aujourd'hui, avant, il suffisait, entre gros guillemets, de dire à nos enfants écoute, ne donne pas des photos de toi nu ou quoi que ce soit, à qui que ce soit, à personne. Mais aujourd'hui, vous avez l'intelligence artificielle qui permet ça. On le voit avec le réseau X qui n'a plus aucune barrière ni frontière en la matière et qui donc publie à qui veut bien le voir. Mais on a peut-être aussi la possibilité aujourd'hui de travailler sur les pères, justement. Et puisque on a cette bande de filles qui se jurent amitié à vie et puis qui se retrouvent déstabilisées, enfin dont l'amitié en tout cas se retrouve déstabilisée par cet événement, jouer avec les pères, c'est quand même, ça reste un des éléments. C'est un des éléments. Et donc il faut nécessairement coupler une réponse pédagogique avec effectivement le travail sur le groupe. Ça, la pièce est évidemment un vecteur essentiel pour le faire et un bord de scène qui accompagne très bien. Mais il faut aussi, parce qu'il n'est plus question de laisser tout sur le poids de l'éducation en disant on va faire de la prévention, de la sensibilisation à l'utilisation de l'image intime, etc. Il faut aussi sanctionner. Et il faut que les écoles aient les moyens de sanctionner tout usage asocial des réseaux sociaux. Ce sont des outils qu'on doit aussi mettre en place. Ne pas se fier uniquement à l'empathie, à la bonne volonté. Et ça, la pièce le montre magnifiquement parce qu'elle ne montre pas le groupe comme étant une entité homogène. Chacun a ses réactions et le groupe, c'est un ensemble de personnes. Et les mécanismes d'empathie peuvent parfois être stimulés, mais il n'y a pas d'endroit pour dire les choses. Et j'ose pas m'opposer toute seule à un groupe en entier. Et donc, tant que l'école n'aura pas des endroits où les prises de parole sont protégées, ce sera difficile de faire réagir le groupe. Et tant qu'on n'aura pas des endroits dans lesquels on émet des sanctions, ce sera difficile aux individus de ne pas chercher à nuire aux autres. Qu'est-ce qu'ils ou elles vous disent, Sophie Thomé, en bord de scène après la représentation? Parce que c'était très marquant. C'est rare, je trouve, dans une salle de théâtre, d'avoir des adolescents qui, dès que les lumières s'allument, se causent entre eux, parlent de ce qu'ils viennent de voir et ont envie de partager quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit qui vous a marqué, vous? Alors, il y a un jeune qui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est de se dire, en fait, moi j'ai envie d'aider, mais j'ai peur d'aider. Et il suffit qu'une personne réagisse, il suffit qu'un ami à moi réagisse pour que je puisse réagir, etc. Et donc, en fait, ça montre vraiment que on va travailler non pas uniquement avec la victime ou uniquement avec la personne qui harcèle. C'est d'ailleurs la spécialité de notre service chez Info Jeune Bruxelles, c'est de vraiment venir travailler avec le groupe. Et donc, quand une victime est victime de harcèlement scolaire, on vient travailler, on vient dans la classe, on vient dans le groupe classe, on vient travailler avec les témoins et on vient amener de la sécurité. Et à partir du moment où on permet à un jeune de venir en aide à ce jeune, de se réindividualiser en tant que personne et plus en tant que groupe, en fait, ce que j'adore dire, c'est que si le problème vient du groupe, on trouve des solutions par le groupe. Et à partir du moment où on trouve des solutions par le groupe et qu'une personne réagit, on va voir que directement une deuxième, une troisième, une quatrième personne va réagir, que ça va influencer complètement la dynamique de groupe. Et c'est ça que j'ai trouvé génial dans ce bord de scène, c'est de se dire en fait les jeunes ils sont conscients. Et nous notre rôle d'adulte, c'est de venir amener cette sécurité, d'accompagner les jeunes, de sortir les jeunes de cet isolement et d'accompagner, comme on le disait juste avant, non seulement le groupe des jeunes, mais également tout le réseau qu'il y a autour, les parents. Comment outiller les parents? Quelle est la posture adéquate en tant que parent? Les professeurs, la direction de l'école. Comment on fait travailler sur une approche plus globale? Et ça, je pense que c'est la spécialité de notre service, c'est de pouvoir se dire, en fait, on va rencontrer tout cet ensemble de personnes-là. Et ce que j'ai adoré dans cette pièce de théâtre, c'est vraiment de pouvoir montrer, en fait, tout cet enjeu de groupe et de montrer surtout que c'est pas une fatalité. En fait, c'est ça le message que j'ai envie de faire passer aux jeunes. C'est pas une fatalité, il y a des solutions qui existent, qui peuvent déjà faire bouger les choses et parfois même très rapidement. On va reparler de tout cela et puis je poserai une question à Émilie qui me taraude un peu parce que vous jouez le rôle de ces jeunes filles. Qu'auriez-vous fait vous, dans votre bande d'amis ou d'amis à l'époque, si c'était ce genre de choses était arrivé, et auriez-vous eu la connaissance suffisante, pour pouvoir réagir? Comment réagissent les jeunes avec vous lorsque vous parlez de votre rôle? On en reparle juste après les infos de 11h.
harcèlement, c'est le spectacle C'est Fila qui est à voir au Théâtre des Martyrs jusqu'au 25 janvier. On en parle avec France Bastoun qui est metteuse en scène, Émilie Cotte, comédienne, Sophie Thomé, psychologue à Un Fort Jeune et bien sûr Bruno Humbé qui est avec nous, psychopédagogue à Lumons. Et puis Véronique Weiss nous rejoindra dans une dizaine de minutes pour mettre en avant le travail d'une association et un défi surtout, marche tes 5 minutes. Ça va, 5 minutes, Véro. Non, moi je ne peux pas, j'ai un certificat médical, je vous l'ai dit. Pour une fois que j'ai une bonne excuse. Tendance première, Véronique Tiberghien, Cédric Routier. C'est Fila donc à voir au Théâtre des Martyrs jusqu'au 25 janvier. Émilie Cotte, moi je me suis en tout cas posé la question parce que j'avais aussi des bandes de copains et de copines autour de moi lorsque j'étais étudiante et jeune. Qu'aurions-nous fait différemment à l'époque, Émilie? Je suis pas certaine, vous qui jouez le rôle d'une de ces jeunes filles. C'est toujours facile de se dire qu'on aurait réagi, mais je pense que moi, en tout cas, en tant qu'adolescente, j'étais quelqu'un qui n'appartenait pas forcément à un groupe particulier. J'étais un petit colibri qui passait de groupe en groupe et qui aimait bien prendre soin des personnes qui se sentaient pas forcément bien dans la classe. Donc j'étais quelqu'un qui était attentive à ça. Je pense que j'étais pas forcément en train de bourrer dans les personnes qui agissaient négativement, mais par contre j'étais toujours la première à aller m'occuper de la personne que je sentais avoir été mise sur le côté, poser des questions, essayer de rassurer et de dire allez, ça va aller. Voilà. France Bastoun, ce qu'il y avait de très marquant, on l'a dit, il y a eu pas mal de scolaires, il y en aura encore d'autres, mais des scolaires qui ont... Voilà, la moyenne c'était 13-14 ans. Il y a peu de spectacles finalement qui parlent de cette tranche d'âge et de ce que les 13-14 ans vivent dans ce début d'adolescence avec toutes les transformations qui touchent ce début d'adolescence. Oui, c'est étonnant. Je me suis fait la même réflexion. Il y a évidemment beaucoup de choses qui se font pour le jeune public. Et puis le théâtre adulte qui est ouvert au public de cette génération. Mais vraiment un contenu... carrément eux sur scène, même si ici ce ne sont pas des actrices de 15 ans, mais bien qui ont la vingtaine jusqu'à 30 ans, et qui d'ailleurs abordent aussi la pièce avec leur propre regard. On ne nie pas ça non plus. On ne cherche pas à jouer des adolescents. Donc c'est en ça que je disais que je pense que oui, il y a ceux de 13 ans qui peuvent s'y retrouver, mais aussi ceux de 16, et puis les parents et les professeurs. Ouais. Sophie Thomé, qu'est-ce que vous diriez aux professeurs qui nous écoutent et qui hésitent peut-être, qui se disent est-ce que je vais amener ma classe, est-ce que je vais amener mes élèves de 13, 14, 15 ans à découvrir ce spectacle? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire sur les résultats et sur ce que provoque la pièce? Alors la première chose, c'est que souvent on a tendance à faire une sensibilisation une fois dans sa classe. En fait, ça montre que ce qui est constructif, c'est de pouvoir de faire des sensibilisations sur le long terme. Donc de pouvoir amener un débriefing après la pièce de théâtre, d'aller pouvoir faire également de la sensibilisation pas uniquement sur le harcèlement scolaire en tant que tel, mais sur tous les mécanismes de groupe en fait qui s'y retrouvent avant, donc notamment sur la pression à la conformité, sur la question de l'exclusion, sur cette question des normes sociales. Et en fait, cette pièce de théâtre, elle aborde justement tous ces mécanismes de groupe qui participent à une situation de harcèlement scolaire. Et donc, ça permet non seulement de comprendre en fait tous ces enjeux groupaux, et puis après de pouvoir, grâce notamment à un outil qu'on appelle le DAC ou pas DAC, c'est un outil pédagogique qu'on a créé à destination des professeurs justement et qu'on va utiliser lors de ce bord de scène, qui vont pouvoir utiliser après dans leur classe pour justement aborder toutes des questions sur les enjeux groupaux. Et donc ça leur permet de découvrir cet outil pédagogique et d'aborder toutes ces questions-là. Mais Bruno, là on a posé la question pour les professeurs, qu'est-ce qui, en tant que parent, on pourrait tenter, en entendant ça, d'amener ses enfants. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qu'on doit éviter après avoir vu le spectacle? Super intéressant, c'est qu'on a affaire à une pièce de théâtre qui s'adresse justement à une tranche d'âge généralement négligée, les 12-13 ans, ceux qui font partie de cette génération qu'on appelle la génération de verre. C'est-à-dire qu'ils sont nés dans un monde dans lequel le numérique était déjà présent et ils n'ont pas connu le monde sans ce monde numérique, ce qui explique que le cyberharcèlement, que les nudes, tout ça, ça leur parle spontanément, peut-être plus vite qu'à leurs parents. Donc ce qui est important, c'est d'aller
avec l'enfant, parce que lui, effectivement, connaît cet environnement, qui est un environnement peut-être à apprivoiser ou à découvrir pour le parent. Ça permet d'échanger à propos de ce monde nouveau dans lequel cette génération de verre. Et c'est pas étonnant que ce soit des 12-13 ans, parce que l'univers de quelqu'un qui a 12 ou 13 ans n'est pas du tout le même que celui de quelqu'un qui a 18 ans. Oui, mais alors comment ne pas être lourd en tant que parent, après avoir été voir le spectacle, si on est touché en tant que papa, comme maman, qu'on se dit, tiens, et on a envie d'en parler avec ses enfants, qui n'en ont peut-être pas envie à ce moment-là, mais comment ne pas être lourd? Comment bien aborder les choses après? Le beau terme, c'est lourd, c'est-à-dire la lourdeur, c'est quand on manque d'équilibre, quand on est intrusif. Il faut toujours accepter l'idée d'être intéressé par ce que vit notre enfant adolescent sans être intrusif. Ça veut dire, ça m'intéresse ce que tu fais sur les réseaux sociaux, mais je suis pas obligé de tout regarder. Il y a des trucs que tu peux garder pour toi, mais si tu es mal à l'aise, tu m'en parles. Et donc, c'est cette espèce d'attitude un peu équilibrée, je vais dire, entre le fait de s'intéresser, d'être intrusif, le fait d'être disponible sans être envahissant. La vraie posture de parent, c'est tu peux aller sur les réseaux sociaux, mais s'il t'arrive quelque chose, tu m'en parles. Tu me dis, parce qu'on sait qu'il y aura des solutions, et je ne vais rien exiger de ta part en termes de transmission de contenu, par exemple. Ça, ce sont des attitudes équilibrées qui permettent d'avoir un débat constructif, parce qu'il faut savoir que le pire ennemi du harcèlement, comme du cyberharcèlement, c'est le silence. Quand on s'enferme dans le silence, parce qu'on n'ose pas parler, c'est pour ça qu'interdire les réseaux sociaux, eh bien, c'est à un moment donné une façon de créer les conditions du silence. On t'avait dit de pas aller là-dessus. Alors que si vous dites, tu peux y aller, mais si t'arrive quelque chose, tu nous en parles parce qu'on sait qu'il y a des solutions, là, on met en place les conditions du dialogue et donc, on évite que le jeune s'enferme dans le silence. Et à un moment, la pièce aborde un peu la question du rapport avec la mère. Et donc de la question de la transmission, c'est sur le mode de l'humour, mais il y a aussi vraiment ce terrain où on voit que la communication passe pas toujours de manière impeccable, et c'est aussi une manière d'en parler après. Comme ça a été traité avec humour, je pense que c'est un endroit où parents et ados peuvent échanger aussi. C'est une bande de filles qui se retrouvent sur scène avec Émilie Ecode qui est avec nous aujourd'hui. Mais j'en voudrais qu'on l'on signale également évidemment la présence d'Astrid Accueil, de Cléa Bormans, Léna Dalem Ikeda, Valentine Monserrand, Marie Fan et Daphné Thierry qui sont également sur scène avec vous. Et qui sont magnifiques, elles sont actrices et danseuses. Allez voir donc absolument au Théâtre des Martyrs, que ce soit seul, avec vos enfants, avec vos parents, avec votre classe. N'hésitez pas jusqu'au 25 janvier, puis la pièce tournera par la suite. C'est Fila. Et je voudrais juste apporter une petite rectification à ce que j'ai dit, parce que j'ai été un peu trop pleine d'enthousiasme en disant que les chiffres en matière de harcèlement et de sextorsion étaient stables. En fait, non. Child Focus a publié récemment des chiffres au mois de novembre montrant une explosion de 130% par rapport à l'an dernier du nombre de dossiers ouverts chez eux pour sextorsion. Alors ça ne concerne pas uniquement des effets de harcèlement comme décrit ici dans la pièce, mais souligner également que étonnamment ce sont des garçons qui sont majoritairement aujourd'hui victimes de sextorsion. Alors ça peut être aussi parce qu'on en a mieux parlé, qu'on a mieux fait la prévention et que du coup il y a enfin des garçons qui osent porter plainte et en parler avec leurs parents, ce qui était peut-être moins le cas avant. Il faudrait faire ces garçons-là maintenant, je crois. Oui, et c'est vrai qu'il y a un moment aussi, un épisode où un des garçons voilà, on partage une photo d'un des garçons dénudé. Ce qui est très intéressant aussi dans cette pièce, et c'est important de le souligner, c'est qu'il n'y a pas des bons et des mauvais, mais il n'y a pas les méchantes filles et les gentils garçons, ou les méchants garçons et les gentilles filles. C'est beaucoup plus malin que ça, c'est beaucoup plus équilibré que ça, et c'est beaucoup plus interpellant. Et c'est pour ça qu'il faut aller la voir, cette pièce. C'est Fila. Merci d'être venu dans ce studio. La tournée aux poches est du 7 au 25 avril. Petit message aux professeurs qui n'auraient pas le temps d'inscrire leur classe jusqu'au 25 janvier. Non, il y a encore une possibilité de découvrir ce spectacle du 7 au 25 avril. Allez-y, 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 allez-y.